Bonjour tout le monde. Je vais commencer ma présentation en vous racontant l'histoire d'Alice. Donc, Alice est une étudiante au baccalauréat en psychologie. Elle est âgée de 21 ans. C'est une jeune femme, en fait, qui est très appréciée par ses amis, par sa qualité d'écoute, sa grande empathie aussi. Elle est vraiment très proche de sa famille et Alice, en fait, c'est quelqu'un qui entretient toutes sortes d'intérêts comme la lecture, le tricot, le théâtre, le jardinage. Par contre, Alice, elle est extrêmement nostalgique de l'époque où elle compétitionnait au sein de son club de natation. C'était un club de natation dans son quartier dans lequel elle a développé de grandes amitiés. Donc, de l'âge de 8 à 13 ans, Alice a fait partie de son club de natation, s'est beaucoup développée dans ce domaine-là, mais malheureusement, elle a dû arrêter à l'âge de 13 ans puisqu'elle a reçu un diagnostic de leucémie. La leucémie, c'est le cancer du sang. Alors, Alice, pendant 2 ans, Alice a reçu ses traitements au CHU Sainte-Justine, qui est juste derrière, en face du HEC ici. Et elle a passé même 3 mois à l'hôpital. Donc, les traitements pour la leucémie sont connus pour être extrêmement longs et très, très intenses. Elle a donc manqué énormément d'école pendant cette période-là. Au début de son hospitalisation, au début de ses traitements, ses amis venaient régulièrement la visiter. Ça lui faisait vraiment un grand bien. Puis, avec le temps, les visites se sont graduellement estompée pour finalement s'arrêter. Donc, Alice se sentait vraiment très seule. Aussi, ce qu'elle s'est rendue compte, Alice, c'est que sa condition inquiétait beaucoup ses parents. Elle voyait vraiment qu'ils ressentaient beaucoup de détresse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de préoccupation, surtout par rapport à ses traitements. Est-ce que ses traitements allaient réussir? Est-ce qu'elle allait survivre à son cancer, Alice? Elle était tellement préoccupée par ses parents, par leur bien-être, que Alice a finalement décidé d'arrêter de leur communiquer sa propre détresse à elle, de leur communiquer aussi quand elle avait mal, quand ses traitements la faisaient terriblement souffrir. Puis le temps a passé, les traitements ont fonctionné, Alice était considérée en rémission et elle est retournée à l'école. Le retour à l'école a été marqué vraiment par beaucoup de difficultés. Justement, les amis d'Alice qui avaient un petit peu disparu faisaient en sorte que lorsqu'elle est revenue à l'école, elle avait une espèce de sentiment d'étrangeté avec eux, un sentiment d'aliénation. Aussi, elle remarquait que les autres enfants à l'école la regardaient avec un regard de pitié. Elle essayait d'ignorer, mais elle voyait vraiment qu'ils remarquaient qu'elle n'avait pas de cheveux en dessous de son chapeau. Puis, plusieurs aussi, d'une bonne intention, mais très, très maladroite, l'aidaient dans des tâches qu'elle était capable de faire par elle-même. Mais ce qui a fait le plus de mal à Alice, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus en mesure de pratiquer la natation à cause des séquelles liées à ses traitements. Donc, ce retour-là à la vie quotidienne a été extrêmement difficile pour elle. Heureusement, elle avait ses parents, son frère et sa sœur, qui étaient là pour elle et qui l'ont beaucoup accompagnée à travers cette période-là. Ils l'écoutaient, ils la consolaient, ils l'ont même aidée à trouver un autre champ d'intérêt. Puis Alice, finalement, elle s'est découvert une passion pour le kayak. Puis, maintenant, à l'âge de 21 ans, considérée guérie, Alice, quand elle repense à son expérience de cancer, elle se rend compte que ça l'a aidée à devenir la personne qu'elle est présentement. Elle attribue en fait ses belles capacités d'écoute, d'empathie qui sont tellement appréciées par son entourage au soutien qu'elle a reçu. Elle sait aussi que, elle se sent capable de relever n'importe quel défi, mais surtout, elle sait qu'elle va pouvoir compter sur sa famille. Donc, l'histoire d'Alice, en fait, Alice n'existe pas. C'est l'histoire, en fait, d'une histoire qui est inspirée des 12 entrevues que j'ai faites dans le cadre de ma thèse de doctorat avec des survivants à long terme de leucémie pédiatrique, donc des personnes adultes qui ont reçu un diagnostic de leucémie à l'enfance. Je vais vous brosser un bref portrait de la survivance au cancer pédiatrique en général. Donc, on considère maintenant, grâce à l'amélioration des traitements, que le taux de survie dans les pays à haut revenu est maintenant estimé à 85 %, ce qui est énorme. Malheureusement, quand on parle de la fin des traitements contre le cancer, on ne parle pas vraiment de la fin de l'expérience de cancer, puisque la grande majorité des survivants vont se trouver aux prises avec des effets adverses à long terme, c'est-à-dire des séquelles physiques et même psychologiques qui peuvent avoir un énorme impact sur leur qualité de vie. Ils peuvent avoir des conséquences très, très graves. Par exemple, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec des taux de dépression, d'anxiété. On parle même parfois de stress post-traumatique chez certains survivants. Aussi, qu'est-ce qu'on remarque énormément chez les survivants à long terme de cancer pédiatrique? C'est un grand questionnement existentiel. Ils se posent la question, qui suis-je après mes traitements?
On sait que l'identité d'une personne est composée de beaucoup de choses, mais pour résumer simple, il y a entre autres la personnalité, les intérêts, les loisirs, les rôles sociaux, par exemple d'être étudiant, l'emploi, le travail, donc plein de choses. Puis, chez nos survivants de cancer, ils doivent aussi intégrer l'expérience de cancer à leur identité. Toutefois, ce qu'on se rend compte, c'est que cette expérience de cancer-là peut rentrer en contradiction avec leur identité d'avant le cancer. C'est-à-dire que comme Alice, par exemple, qui se considérait comme une personne qui était très active, qui était sportive, en fait une nageuse de haut niveau, mais une fois que ces traitements sont terminés, Alice, elle ne peut plus pratiquer la natation. Donc, est-ce qu'elle peut toujours se considérer comme une personne sportive alors que ça prenait énormément de place dans son identité? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est le genre de choses qui peut générer énormément de détresse chez les survivants à long terme de cancer pédiatrique. Donc là, je vous ai brossé un portrait quand même plutôt sombre, mais ce qu'on se rend compte, c'est que malgré tous ces défis liés à la survivance du cancer pédiatrique, surprenamment, la majorité des survivants vont bien. Puis encore plus surprenamment que ça, la majorité vont bien, mais vont même mieux que les jeunes qui n'ont pas eu le cancer. Fait que là, moi, je lis ça dans ma lit review pendant mon doc, puis je trouve ça un peu spécial. Et ça nous amène en fait à un problème en psychologie. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans le domaine de la psycho, on veut aider les gens. On veut comprendre pourquoi les gens vont mal. Quand on pense à une psychopathologie, par exemple, la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, on veut savoir qu'est-ce qui cause ça. On va s'intéresser aux facteurs de risque. On va s'intéresser à qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne peut développer une certaine psychopathologie pour ensuite peut-être l'aider justement à traverser ça. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est très informatif, oui, mais quelque chose qui peut être tout aussi informatif, c'est de savoir, les gens qui vont bien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont bien? C'est quoi leur secret? Ils ont-ils une recette? Fait que d'apprendre qu'est-ce que ces personnes-là ont de différent, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont bien, ça peut vraiment nous inspirer à prendre soin de ceux qui vont moins bien. On peut beaucoup apprendre de ces personnes-là. Donc, de bien aller, malgré un défi. Donc là, par exemple, par rapport à la survivance au cancer pédiatrique, on a un bassin de population, donc des jeunes qui ont eu le cancer. Dans ce bassin-là, il y en a qui vont présenter beaucoup de vulnérabilité psychologique, comme je parlais tantôt, dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique. Il y en a d'autres aussi, après ça, finalement, qui vont aller super bien, qui vont péter le feu et retourner à leur vie quotidienne. Ça, cette capacité-là à rebondir à la suite d'un événement d'adversité, ça s'appelle la résilience. Pour l'imager, on peut prendre un slinky, comme on voit à l'écran. Donc, c'est l'idée qu'on peut étirer, et fiou, après ça, il revient à sa forme initiale par la suite. Fait que moi, je me demande un peu, OK, on a nos survivants qui vont moins bien, d'autres qui vont bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont mieux que d'autres? Et là, ça nous amène au soutien social. Donc, le soutien social, c'est, on sait en fait que quand on vit une période difficile, on va avoir tendance à se tourner vers notre entourage, évidemment. L'entourage peut nous aider de toutes sortes de façons. Ça peut être en épaulant, réconfortant, en consolant la personne. Ça peut être d'y offrir des conseils, des informations aussi, quand on se pose des questions. Ça peut prendre aussi la forme d'une aide concrète, comme par exemple d'aider quelqu'un à déménager, l'aider à faire ses boîtes, tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, on dit oui, il faut aider les gens, il faut les soutenir, mais on ne sait pas trop comment. Puis, c'est surtout dans un contexte d'oncologie, en fait, dans le contexte du cancer, les professionnels de la santé vont mettre énormément, puis moi j'en fais partie, vont mettre énormément l'accent sur l'importance de soutenir la personne malade. Mais là, moi, ce que je me rends compte en faisant justement mes recherches puis en lisant beaucoup d'articles, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on sait que le soutien social, c'est très important. Il y a plein d'études qui disent, oui, le soutien, c'est important pour le bien-être de la personne malade, mais comment est-ce qu'on soutient la personne? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? On sait beaucoup quoi ne pas faire. Il y a beaucoup de littérature qui dit faites pas ça, ça aide pas. OK, mais je dois faire quoi, moi, pour aider la personne? Fait que ma grosse question, en fait, de ma thèse de doctorat, c'était c'est quoi un bon soutien social? Aussi simple que ça, dans la population de survivants de leucémie pédiatrique.
Alors, ce que j'ai fait pour répondre à cette question-là, j'ai interrogé 12 survivants à long terme de leucémie pédiatrique qui ont été traités à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est des adultes, des jeunes adultes qui étaient en moyenne âgés de 22 ans, qui ont reçu leur diagnostic de leucémie à l'âge en moyenne de 6 ans, donc qui étaient rétablis depuis très longtemps. Et ce que j'ai fait avec eux, c'est que j'ai fait des entrevues individuelles dans laquelle je leur ai demandé de me raconter leur vie, mais de me raconter leur vie, en fait, sous forme d'histoire, avec des chapitres, des personnages, des moments clés, des points tournants. Puis, tranquillement, pendant l'entrevue, je leur demandais, dans ces différents moments-là qu'on aborde, c'était quoi le rôle de tes proches? C'était quoi le rôle de ton soutien, de ton entourage, dans ces différents moments-là? Donc, j'ai fait mes entrevues, j'ai relu, re-relu, transcrit en verbatim, relu les verbatims, j'en ai fait une petite névrose, mais j'en suis arrivée finalement à 4 thèmes que je vais vous présenter. Donc, la première, c'est la leucémie vécue comme la perte de l'enfance. Donc, j'ai plusieurs participants dans mon étude qui ont senti que leur enfance leur avait été dérobée par la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des expériences auxquelles ils n'étaient pas prêts. Justement, le cancer, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle, qui peut amener beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais entre autres, un peu comme Alice au début, dans mon histoire du début, il y en a beaucoup, en fait, qui inhibaient leur détresse, qui inhibaient l'expression de leur douleur pour pouvoir épargner leurs parents. Ils sentaient bien que leurs parents étaient inquiets et il y avait une préoccupation, en fait, pour le bien-être de leur famille qui n'était pas du tout adaptée à leur âge, d'autant plus que c'était eux qui étaient malades. Il y en a d'autres aussi qui m'ont rapporté qu'ils avaient l'impression que leurs fratries, leurs frères et sœurs ont vécu le cancer, ont plus souffert du cancer qu'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient l'impression que toute l'attention était sur eux et que leurs frères et sœurs n'avaient peut-être pas bénéficié du soutien dont ils auraient eu besoin à ce moment-là. Donc, ça venait avec énormément de culpabilité, même des années plus tard. Une autre thématique qui est ressortie, c'est l'expérience de la différence. Comme Alice, on se rappelle, quand elle est retournée à l'école, qu'elle voyait un peu le regard des autres, le regard de pitié, le regard de jugement. Plusieurs se sentaient très différents à ce moment-là, lors de leur retour dans la vie quotidienne, parce qu'à l'hôpital, ils passaient beaucoup de temps avec des adultes. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'ils sentent que les autres, quand ils arrivent à l'école, sont un petit peu plus immatures. Puis, une nuance intéressante qui a été apportée par mes participants, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était bien, en fait, parce que dans le fond, les professionnels de la santé, ce qu'on recommande beaucoup, c'est faites comme si le cancer n'existait pas pendant les traitements pour que l'enfant puisse vivre ces expériences. Ça, c'est vrai, parce que ça permet à l'enfant, justement, de ne pas juste se concentrer sur la maladie, mais le côté, en fait, l'envers de la médaille, c'est que quand il est rentré à l'école, par la suite, des enfants, leur esprit étant fait comme il est, eux, ils pensaient, en fait, que tout le monde savait c'était quoi une prise de sang, des globules rouges, un PICC line, mais c'est pas le cas. Fait que ça venait, en fait, renforcer le sentiment de différence qu'il y avait avec les autres et le sentiment d'isolement. Donc là, on a ça, fait que ça va pas très bien. Mais après ça, quand on regarde un peu le rôle de l'entourage de mes participants, on se rend compte que leur entourage, le soutien, les a énormément aidés dans leur construction identitaire, donc les faire devenir qui ils sont. Et là, enfin, c'est quoi un bon soutien social? Le bon soutien social est composé de quelques ingrédients qui sont les suivants. C'est un soutien qui est durable dans le temps, qui est inconditionnel, qui soutient l'autonomie, qui soutient la découverte de soi et qui a un caractère unique. Pas bien compliqué. Fait que ça nous amène en fait ensuite au 4e thème, qui est le rôle du soutien dans la croissance post-cancer. Plusieurs de mes participants m'ont parlé justement que l'expérience de cancer, bien qu'elle ait été très difficile, elle leur a permis de devenir qui ils sont. Il y en a beaucoup, en fait, que juste l'écoute de leurs parents, le fait qu'ils les acceptaient tels qu'ils étaient, qu'ils pouvaient vraiment sentir que leurs proches pouvaient les soutenir de façon inconditionnelle, ça les a énormément aidés à se découvrir. Il y en avait aussi qui me disaient que leurs parents les ont aidés à découvrir d'autres intérêts, justement, à cause du clash qu'ils avaient vécu une fois leur traitement terminé. Donc, beaucoup aussi attribuaient, par exemple, un peu comme Alice dans mon histoire, leur sentiment leur qualité personnelle, mais aussi interpersonnelle au soutien qu'ils avaient reçu. Comme par exemple, quelqu'un qui a reçu énormément d'écoute, va avoir tendance peut-être à dire « Ah, j'ai reçu toute cette écoute-là, maintenant je me sens capable de la donner à d'autres personnes. » Fait qu'en conclusion, quand on parle d'une expérience aussi tragique, aussi difficile qu'un cancer, on peut peut-être se sentir impuissant quand une personne nous raconte ça.
Peut-être que vous aussi, parfois, quand il y a des gens qui vous demandent, que vous sentez qu'une personne autour de vous a besoin d'aide, pas nécessairement pour un cancer, c'est facile de se sentir impuissant, de ne pas savoir exactement quoi faire. Parfois, on veut aussi tellement que la personne arrête de souffrir qu'on va essayer de trouver des solutions qui n'ont pas d'allure, ou on va être vraiment en mode solution, justement. On va essayer à tout prix que la personne arrête de souffrir. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là. Fait qu'est-ce que je vous invite à faire, c'est peut-être vous rappeler un peu des ingrédients dont j'ai parlé, donc un soutien qui est durable, inconditionnel, unique, qui soutient l'autonomie, la découverte de soi. Puis peut-être que la prochaine fois que quelqu'un sollicite votre soutien ou sollicite votre écoute, bien, c'est de s'intéresser, en fait, à la réalité de la personne de façon authentique, puis en fait, juste d'être là, finalement. C'est ça qui est plus aidant, parce qu'il n'y a personne dans mon échantillon qui m'a parlé d'actions extraordinaires pour les soutenir. Voilà, merci.